Bonjour à toutes et à tous, donc je suis Thomas Peguevet du journal IT for Business et j'ai le plaisir de vous accueillir ce matin avec nos deux invités que je vais présenter d'ici quelques instants. On va parler cloud. Alors, j'avais pensé à vous proposer plein de chiffres ce matin, mais je ne vais pas le faire parce que vous en avez beaucoup. Ce matin, en fait, cet échange il va surtout être placé d'abord sous le signe de l'échange. On aura d'abord une première partie d'échange autour du témoignage de Fork avec Cloudreach. Et puis une deuxième partie, eh bien, cet échange sera avec vous pour poser des questions d'une part, mais aussi comprendre comment vous vivez votre cloud régulièrement toute l'année, les choses que vous êtes peut-être amenés à faire, les choses sur lesquelles vous réfléchissez. Donc ce sera un deuxième temps qui sera pour vous et pour lequel, bien sûr, on aura des échanges. Vous pourrez poser des questions à ces deux messieurs pour comprendre voilà, ce qu'ils ont fait, comment est-ce qu'ils ont travaillé et nous expliquer, réagir sur la manière dont vous-même, vous travaillez au quotidien. Alors, ces deux messieurs, j'y viens. Donc, on a au bout Stéphane Janin. Donc, Stéphane, rebonjour. Stéphane, tu es Platform Engineering Director chez Fork, une filiale de TripAdvisor que on connaît certainement. Et j'ai avec moi Bertrand Glandier également. Bertrand, bonjour. Bonjour. Donc, Bertrand, tu es General Manager de Southern Europe chez Cloudreach. Allez, Stéphane, je ne résiste pas. Un mot sur Fork. Alors, Fork, en termes de qu'est-ce qu'on fait, qui on est... Oui, en quelques mots. On est présent dans environ 12 pays. On est leader de la réservation de restaurants en ligne, essentiellement en Europe, on va dire, et en Australie. On travaille avec 60 000 restaurants partenaires. Et donc on fournit deux outils, un outil pour les restaurateurs, pour eux gérer les réservations, et un outil pour vous, pour réserver et faire le bon choix pour aller au restaurant. En termes d'IT, on est environ 150 personnes, et les DevOps, c'est à peu près 25 personnes, qui est quand même une bonne équipe. Bertrand, un mot sur Cloudreach, s'il te plaît. Bien sûr. Alors Cloudreach, on est une société de services cloud. La passion des collaborateurs de Cloudreach, il y en a un certain nombre dans la salle, on les appelle les Cloudreachers, c'est d'aider nos clients à transformer leur business, transformer leur métier dans le cloud public, dans AWS. Et donc on a été créé en 2009. Une jeune entreprise, on est un jeune adolescent et on a développé depuis 2009 une relation très privilégiée avec AWS puisqu'on est partenaire premier d'AWS. On a plus de 10 compétences, dont la compétence migration dont on parlera tout à l'heure. C'est ce qui a permis à AWS de nous mettre en relation avec Fork et on les en remercie. Aujourd'hui, Cloudreach, c'est 800 collaborateurs dans le monde et on a rejoint le groupe Atos en janvier 2022, ça fait maintenant 9 mois. La première question que j'ai envie de te poser, Stéphane, c'est à quoi ressemblait le système d'information de Fork avant la crise? On sait que la crise sanitaire, dont on connaît encore quelques soubresauts aujourd'hui, a changé beaucoup de choses. À quel point elle l'a modifié? Et peut-être avant de rentrer dans le détail, voilà, à quoi ressemblait le SI de Fork avant 2020? Alors, moi je suis arrivé en 2019 chez Fork. Donc en 2019, on était chez un hébergeur privé, effectivement, en train de faire une transformation en microservices avec plutôt des gros problèmes de scalabilité chez notre hébergeur privé, dû aux gros monolithes en PHP, avec des crashs, notamment lors de la Saint-Valentin, ou tous les samedis soirs ou les vendredis soirs, ce qui est quand même... La Saint-Valentin, c'est le moment où tout le monde veut plutôt réserver au restaurant. Et donc en 2019, on avait commencé la migration AWS par une reconstruction complète des fondations du Kubernetes, redéfinition complète de la stack de log. Et en 2019 déjà, vous aviez déjà en 2019. Mais pas une priorité boîte, et plutôt une transformation embourbée, on va dire. Quels étaient les blocages qui pouvaient être, tu en as mentionné un, mais est-ce qu'il y avait d'autres blocages, par exemple? Tu le disais, il y avait l'impossibilité en fait, de gérer la montée en charge
Tu as parlé de la Saint-Valentin, il y a peut-être probablement d'autres moments dans l'année. Il y a la montée en charge, il y avait encore d'autres choses. Quels étaient les autres blocages qu'il y avait auxquels il n'était pas possible de répondre avec l'infrastructure précédente? L'infrastructure précédente, on avait quasiment l'intégralité de l'équipe Ops qui était sur le support de cette infrastructure, donc était en train de créer des tickets pour effectivement essayer de tout gérer à la main. Du coup, notre capacité d'innovation, les nouveaux projets, on devait revoir notre moteur de recherche. L'implémentation du nouveau moteur de recherche, ça prenait effectivement beaucoup de temps. Donc un vrai frein à l'innovation, surtout avec l'ensemble des problèmes de prod, des problèmes de performance qui nous impactaient quand même tous les jours, quoi. Tu parlais tout à l'heure d'équipe DevOps. Cette équipe DevOps, elle est, tu le disais, au nombre de 25 aujourd'hui. Est-ce qu'en 2019, il y avait déjà un embryon d'équipe? Est-ce que vous étiez déjà sur la partie DevOps ou ça s'est accéléré à partir de 2020? Il y avait déjà une équipe DevOps, effectivement, mais qui était avec des connaissances cloud privé, avec beaucoup de connaissances réseau aussi, dont on a beaucoup moins besoin finalement sur AWS. Mais après, c'est à ce moment-là, effectivement, en 2019, quand suite à la crise début 2020, qu'on a commencé à renforcer nos compétences AWS, qu'on a commencé à faire appel à Cloudreach, etc., et à AWS, mais on y reviendra peut-être un petit peu après. Oui, on dira un mot. Bertrand, est-ce que ce cas de figure-là, là on a un cas de figure précis avec DeFork, est-ce que tu l'as rencontré avec d'autres entreprises, c'est-à-dire qui étaient en 2018-2019 en train de commencer à faire quelques ajustements, mais qui se sont retrouvés finalement bloqués parce que pas de stratégie cloud, voire multi-cloud, pas d'agilité, pas de scalabilité? Oui, alors c'est un cas un peu particulier chez TheFork parce que typiquement quand on arrive chez nos clients, on a des équipes informatiques avec une maturité sur le cloud qui est relative, qui est naissante, quoi, hein, et puis des expériences de migration qui sont très embryonnaires, voire inexistantes. Chez TheFork, c'était différent. On a trouvé des équipes, tes équipes, Steven, avec des gens expérimentés sur le cloud qui avaient déjà fait des choses très très bien puisqu'il y avait une landing zone en place. Vous aviez migré, je crois, 20% des applications en l'espace d'un an. Et donc, c'était un contexte un peu particulier. Et donc, nous, ce que Cloudreach a apporté dans ce contexte-là, c'est un véritable accélérateur, hein, puisque je crois que le besoin de TheFork, c'était vraiment d'accélérer la migration des 80% des applications qui n'avaient pas été migrées le plus rapidement possible. Et donc nous, on a apporté 3 accélérateurs, hein. Le premier accélérateur, c'est un accélérateur méthodologique. Dans le cadre du programme MAP d'AWS, MAP, c'est Migration Acceleration Programme, donc ça porte bien son nom. On a été capable, nous, de développer une méthodologie qui a été éprouvée sur énormément de projets en France et à l'international, et qui permet, grâce à des processus et des outils, d'accélérer la vitesse de migration tout en préservant la qualité et en minimisant les risques. Donc ça, c'est le premier accélérateur, il est méthodologique. Le deuxième accélérateur, il est sur l'expertise AWS. Cloudreach compte parmi les meilleures ressources du marché sur AWS, et on a été en capacité d'apporter au projet de Steven très rapidement des architectes Cloud AWS, des développeurs Cloud AWS qui sont montés en compétences très rapidement. Je crois qu'en 2 semaines, les gens ont commencé à apporter de la valeur, donc ça a été très rapide. Et aussi avec un angle international. Donc nous, on est une société internationale présente dans plusieurs pays, et c'est ton cas aussi, puisque tu as des gens en Angleterre, un peu dans tous les pays du monde, et on a été capable de mettre une équipe aussi international, qui parlait bien anglais et qui était capable de s'interfacer parfaitement avec TheFork. Donc ça, c'est le deuxième accélérateur, celui de l'expertise. Et le troisième accélérateur, c'est un accélérateur financier. Dans le cadre du programme MAP dont je parlais tout à l'heure, on a été capable de financer une partie de la migration, ce qui a donné plus de moyens
au projet, plus de moyens, plus de ressources, et donc une accélération importante grâce au programme MAP d'AWS qu'on peut nous enclencher parce qu'on a la compétence migration. Donc 3 accélérateurs, méthodologique, expertise, financier, et le résultat il est spectaculaire, hein, puisque en moins de 4 mois, on a été capable de migrer 80% des applications, hein, avec des débits assez importants, en moyenne 8 applications par semaine et des pics à 10 applications par semaine. Là, vous allez un peu, là, tous les deux, vous allez un peu vite. Je reviens un tout petit peu en arrière. Là, Bertrand, tu as brossé effectivement l'accompagnement technologique. Je reviendrai aussi dessus. Il y a d'autres questions que je voulais te poser. Je reviens un peu en arrière. Stéphane, quels étaient les objectifs finalement pour cette migration? Donc on l'a entendu, il y a eu besoin de migrer un certain nombre d'applications, mais quelle était la cible au départ que tu t'es fixé avec tes équipes et quelle était-elle? Alors, au départ, effectivement, nous, un des objectifs principaux, c'était la scalabilité et l'innovation et l'agilité. Et quand est-ce qu'on a pris conscience qu'il fallait effectivement accélérer, qu'on était bloqué dans notre migration? C'est mars 2020. Mars 2020, le confinement, l'ensemble des restaurants fermés. Et donc là, on a eu la chance et l'opportunité quand même de pouvoir dire on n'a plus de business et on va justement investir sur la partie migration. Donc on est embourbé, on a des problèmes de scalabilité, on sait que ça va rouvrir, on espère que ça va rouvrir plus tard. Donc on a l'opportunité d'accélérer. On a contacté effectivement, on a commencé le partenariat avec AWS et avec Cloudreach. Ce qui vraiment pour nous c'était important parce que en termes de connaissances internes, oui on avait des DevOps, oui on avait des gens qui étaient certifiés AWS, mais et c'était leur première migration. Donc c'est intéressant d'avoir le partenariat vraiment AWS plus Cloudreach. C'est vraiment ça qui a changé la donne et surtout faire de la migration une priorité. On ne s'éparpille pas à faire d'autres choses. C'est devenu une priorité boîte. Notamment, on est passé sur du Kubernetes, Docker, etc. Il a fallu dockeriser l'ensemble de nos microservices. Et ça, c'est passé par une grosse phase de formation de l'ensemble des développeurs. Et puis, il y a 300 microservices à dockeriser qui sont plus ou moins vieux, plus ou moins legacy. Donc, ça prend un certain temps à migrer. Cette migration, là, tu viens de parler de Docker, tu avais les compétences en interne ou justement, avec Cloudreach, tes équipes et toi-même avaient eu besoin d'une espèce de remise à niveau ou au moins d'un accompagnement technologique, méthodologique? Plus sur la partie AWS que sur la partie Docker. Docker, ça reste quand même maintenant une technologie, on va dire, standard. Donc on avait les gens en interne et puis il y a les ressources disponibles pour former les gens. Mais effectivement, c'est quand même une mise à niveau des développeurs, mais qui fait sens. Maintenant, ça fait partie des outils standards pour les développeurs. Juste un détail, est-ce que, tu l'as dit, il y avait tous les restaurants qui étaient fermés, mais vous avez arrêté la production complètement? Vous avez mis, voilà, juste pour comprendre, parce que non, je l'ai lu nulle part en fait. Non. Alors notre production ne s'arrête jamais en fait, effectivement par rapport. Non, il n'y a même pas de week-end de fenêtre de maintenance. Non, la production est restée ouverte. On avait quand même un peu de business dans certains pays. En France, c'était tout fermé, mais il y avait d'autres endroits où c'était quand même ouvert. Oui. Non. Donc toute cette migration, effectivement. On a réussi à migrer sans interruption de service, que ce soit déplacer les microservices sur AWS, on était toujours en lien avec notre hébergeur privé, avec un réseau très solide, et on pouvait migrer les bases de données, pareil au fur et à mesure, avec des réplicas master-slave, et on a fait l'ensemble de la migration sans interruption de service. C'est pas juste du lift and shift, vous avez pris vos applications, déployées sur AWS, vous avez vissé quelques boulons, je pense que vous avez adapté. Comment est-ce que vous les avez accompagnés justement sur cette adaptation des outils, quand on passe d'applications qui sont chez un hébergeur qui n'est pas AWS, qui n'a pas forcément la même agilité, qui n'a pas les mêmes fonctionnalités, comment est-ce qu'on s'assure que l'application, tout simplement, ne va pas cracher quand elle bascule sur AWS? Comment est-ce que vous les accompagnez sur ce point?
Nous, c'est ce que je disais tout à l'heure, on a mis sur le projet des experts qui ont travaillé ces scénarios de multiples fois sur des projets identiques à The Fork et qui connaissent tous les risques et tous les problèmes à éviter. Et donc, dans nos projets, on inclut évidemment une gestion des risques qui est basée sur l'expérience et qui nous permet d'identifier toutes les transformations techniques à risque. Et c'est particulièrement vrai quand on ne fait pas du lift and shift, quand on fait du refactoring, quand on modernise des applications en même temps qu'on les migre. Il faut être particulièrement attentif à ces sujets-là. Et nos collaborateurs, nos experts traitent ce type de sujet sur pratiquement tous les projets. Ouais. Quels étaient les points d'attention spécifiques là? Bertrand vient de dire qu'effectivement, il y avait du refactoring. Je disais qu'effectivement, ce n'est pas juste du lift and shift. Il y a eu des points d'attention particuliers pour éviter le crash d'application, pour éviter l'accident industriel. Est-ce que tu peux nous dire, Stéphane, s'il y a eu des points d'attention spécifiques, technologiques, sur lesquels vraiment vous vous êtes dit, vraiment on ne peut pas se planter parce que là, ça va être compliqué? Il y a effectivement toute la partie routage réseau. À un moment, le routage réseau, il passe par notre hébergeur historique. Et à un moment, on doit rebasculer par un routage réseau principal sur AWS. Ça, c'est un point d'attention, effectivement. C'est le dernier moment, c'est le dernier switch, quoi. La partie base de données, qui était un vrai enjeu, parce que toutes les écritures et les lectures, elles continuent de se passer. Il faut rediriger le trafic progressivement sur AWS. Et dans notre stack technique, il y a un gros bus de messages RabbitMQ qui, lui, effectivement, s'il est en panne, j'ai pris une réservation, ça va demander de faire une revue, de mettre des notes à la fin. Ce truc-là doit être vivant tout le temps. Et la migration de ce système-là, c'est critique. Alors, pour migrer ce système-là, on s'est beaucoup posé la question build versus buy. Est-ce qu'on prend des services managés? On a essayé de favoriser au maximum les services managés. Ça, c'est un vrai plus quand on passe du IaaS vers AWS, parce que du coup, on a moins de maintenance en termes d'upgrade, de maintenance, etc. Mais typiquement, le bus de message, on ne pouvait pas le passer en managé. On avait trop de spécificités à l'intérieur qui nous ont empêché de... Fallait que ça reste en interne. Fallait que ça reste quelque chose qu'on gère nous. Donc aujourd'hui, on le gère nous, il est chez AWS, mais géré par nous. On pourra passer sur un service managé un peu plus tard si ça devient trop critique. Mais bon, on n'a pas de maintenance dessus, donc... D'accord, ça reste encore on pas n'a trop pas de lourd. problème à résoudre pour le moment. D'accord. Est-ce qu'il y avait une stratégie de sauvegarde particulière, en tout cas un dispositif qui vous permettait de repartir sur des bonnes bases en cas de... Tu l'as dit, vous étiez en train de migrer une partie de la base de données, ça peut imaginer, ça s'est bien passé, mais on peut imaginer que parfois ça ne se passe pas exactement comme on veut. Est-ce qu'il y avait un dispositif de sauvegarde préexistant ou est-ce que, avec tes équipes, tu as pensé à un dispositif de sauvegarde, en tout cas de reprise d'activité, je dirais, qui permettait de repartir sur les bonnes bases en cas de migration, disons, problématique? Vu qu'on migrait en fait microservice par microservice et petite base de données par petite base de données, en redirigeant le trafic petit à petit, si ça ne marchait pas, on pouvait tout à fait remettre le trafic chez l'hébergeur historique et donc il n'y avait pas de souci. Sur la partie backup, en revanche de données, les backups étaient toujours gérés des deux côtés, donc il n'y avait pas de souci. Et sur les bases de données, elles étaient pendant plusieurs jours, semaines déjà en réplication sur AWS. Donc on savait que ça marchait, quoi. Et donc on n'a pas eu de besoin pas eu d'accident. Ouais. Bon. Quel niveau d'agilité cette migration permet d'atteindre aujourd'hui? C'est-à-dire que, je reviens sur ma question du début, c'est-à-dire qu'il y avait un hébergeur qui ne vous permettait pas d'aller aussi vite que vous vouliez, de peut-être proposer d'autres services, de travailler avec peut-être d'autres partenaires. Aujourd'hui, AWS offre plus de capacités. Quelles sont les capacités, justement, qui sont offertes? Est-ce que tu peux nous en lister quelques-unes pour qu'on comprenne bien, pour que les gens dans la pièce comprennent bien ce que ça change? Parce qu'on parle beaucoup de migration, on dit beaucoup c'est magique à chaque fois, ça marche super bien, sans qu'on explique vraiment concrètement. Alors, ce que ça nous a ouvert comme possibilité, déjà, on a fait les premiers événements pub télé sans downtime, sans ralentissement. Ça, c'est parce qu'on avait la capacité sur AWS, on veut rajouter de la puissance, on rajoute de la puissance et on l'enlève quand les pubs télé sont terminées.
On a pu activer maintenant la partie auto-scaling, c'est-à-dire qu'on est capable de s'adapter pendant la journée au trafic, chose qui était complètement impossible avant. Alors, je ne peux pas encore dire qu'on n'a pas de support de prod et d'appel la nuit. Il y a encore des trucs qui tombent en panne, mais disons qu'il y en a beaucoup moins, en tout cas pas dû à de la capacité. Et après, je parlais des services managés. Je vais donner un exemple de projet qu'on a pu faire, qui aurait mis beaucoup plus de temps. On a revu justement sur l'application qu'on fournit aux restaurateurs, The Fork Manager. Il y a une fonction de recherche dedans qui était basée sur un moteur solar, moteur d'indexation solar. Et ce truc atteignait ses limites. On a fait des études, il fallait passer sur un moteur Elasticsearch qui était plus rapide, plus de fonctionnalités de recherche full text. On a pu utiliser le OpenSearch qui est dans AWS et du coup, c'est en quelques semaines, une fois qu'on a identifié la solution, elle est très facile à mettre en place. On l'ajoute dans nos environnements d'intégration de pré-production et on peut jouer avec et on peut commencer à tester, on peut gérer la scalabilité. C'est un service managé. Donc, pour ceux qui ont déjà géré un cluster Elasticsearch, c'est des compétences, les mises à jour, c'est des compétences qu'on préfère. C'est déjà qui l'ont fait ou oui, oui, oui. Non, qui confirme. C'est quelque chose qu'on n'a pas envie de faire. Voilà. Et non, ou si ça peut, pas envie. D'accord. Si ça peut être managé, c'est mieux effectivement. Bertrand, si vous voulez compléter. Ah non, mais je crois qu'il vient de tout dire. D'accord. Ok. Qu'est-ce qu'on gagne en termes de temps, Bertrand? Parce que là, ce que nous décrit finalement Stéphane, c'est une bascule qui... alors il a cité pas mal d'outils là, qui ont été utilisés. C'est une bascule qui a été rapide, qui a été efficace, on le comprend. C'est ça finalement, en fait, quand on bascule sur le cloud, c'est ça qu'on va gagner, au-delà du cloud et sur certains services. C'est le facteur temps qui est le plus important? Ou le facteur agilité? Ou qu'est-ce qu'on gagne en fait? Pour le projet de migration ou pour après? Pour le projet de migration. Pour après, on va en parler aussi. Nous, ce qu'on permet de faire, c'est d'aller plus vite. Alors, aller plus vite, c'est bien, mais il faut maîtriser les risques, quoi, hein. Donc, nous, on va plus vite et on maîtrise les risques. Et je l'ai dit tout à l'heure, avec la méthodologie qui inclut des process assez détaillés, un outillage qui permet d'industrialiser les transformations, hein. Donc, on va beaucoup plus vite et on dérisque. Ça, c'est fondamental. Et alors, j'ai donné les chiffres tout à l'heure parce que c'est mon enthousiasme qui parle, hein, mais alors, c'est pas tout à fait juste de comparer 1 an, 20% avec 4 mois, 80%, parce qu'il y a les phases de démarrage qui coûtent un peu. Enfin, c'est les grands chiffres qu'on peut partager. Donc, on voit bien qu'on a une accélération qui est extrêmement spectaculaire, encore une fois, grâce à la méthodologie, l'expertise, et puis ce que nous permet de faire AWS avec le funding, qui permet de mettre plus de ressources sur le projet, hein. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça a changé, Stéphane, au niveau de tes équipes? Donc, on sait qu'il y avait déjà une pratique de l'agilité, le DevOps, tu l'as dit. Il y avait, je pense, en tout cas, elle est obtenue une meilleure connaissance de l'environnement AWS. Qu'est-ce que ça a changé en termes de compétences et en termes d'organisation des équipes? Alors, effectivement, on a des équipes Ops qui ne sont plus en train d'éteindre le feu en permanence. En termes d'engagement, ça c'est plutôt bien pour le... Non, parce on fait en sorte qu'il n'y ait plus le feu, quoi. Nous, on a pu effectivement réorganiser les équipes Ops sur les parties projets, les parties SRE, les équipes SRE qui s'occupent de la perf, monitoring, etc. Des équipes qui avaient un peu disparu, se concentrer sur la sécurité aussi. Il y a mine de rien, ok, on est chez AWS, mais il y a pas mal, il faut faire attention à la sécurité quand même. Si par défaut on ouvre tout sur Internet, on risque d'avoir quelques soucis. Un autre gros projet qu'on a pu faire, alors, un accident avant la migration cloud, chez The Fork, on n'avait pas d'environnement de développement. Donc les développeurs, ils avaient la pré-prod et la prod. L'accident. Et du coup, un gros embouteillage sur la pré-prod pour... fallait prendre des créneaux pour venir faire ces tests sur la pré-prod.
Suite à la migration AWS, on a pu quasiment en 3 mois fournir des environnements de développement qui sont des réplications de notre pré-prod, parce que la pré-prod est anonymisée en termes de données. Mais voilà, on a pu fournir des environnements de développement à l'ensemble des développeurs, ce qui fait qu'en 6 mois, on a pu doubler le nombre de releases qu'on fait par jour. On est passé d'une quinzaine de releases par jour à une trentaine, tout en multipliant le nombre de développeurs aussi. Donc ça nous donne quand même beaucoup d'agilité. Ouais. D'accord. Donc ça veut dire qu'on gagne, bon, il a fallu quand même recruter quelques développeurs, mais surtout vous gagnez, je disais tout à l'heure, il y a vraiment du temps de gagner, il y a une réorganisation, il y a des choses que vous ne faisiez pas. Enfin, manifestement, tu parlais de SRE, vous ne faisiez pas forcément avant. Donc ça, c'est des nouvelles pratiques que vous avez pu intégrer. Ouais. Et après, également, on est beaucoup plus sécurisé. Toute l'infrastructure, elle est définie en infra as code, etc. Donc on est beaucoup plus serein sur toutes les modifications. Ce n'est pas des petites modifications manuelles. Donc on est vraiment sur un processus industriel et sécurisé, quoi. La sécurisation, elle repose surtout sur les outils, je suppose, AWS. Il y a pas mal d'outils qui sont déjà disponibles, qui sont déjà déployés, ouais. Pas que. On utilise d'autres solutions qu'on partage avec TripAdvisor, par exemple. On utilise d'autres solutions, ne serait-ce que pour la détection de bots, etc. On est plutôt un assemblage d'outils SaaS, mais pas forcément 100% AWS. Notre but, ce n'est pas de faire du 100% AWS, on va prendre le bon service pour le bon usage. Et quand on va avoir un besoin, on va écrire une architecture decision record où on va documenter c'est quoi notre besoin, c'est quoi le problème à résoudre, c'est quoi les différents services. Au maximum, on va pousser sur des services managés. Et après, on fera le business case et on choisira le meilleur. Des fois, c'est celui d'AWS, d'autres fois, c'est pas celui-là. Et c'est pas grave. Oui, après, ça dépend des usages et des besoins. On a beaucoup parlé des équipes techniques. Comment réagissent les équipes business à tous ces changements? Parce qu'on parle beaucoup de l'arrière-boutique, mais il y a la boutique au final. Comment est-ce que réagissent ces équipes-là et qu'est-ce que ça a changé pour elles au quotidien? Alors, sur les équipes business, et effectivement le CEO The Fork, il a fallu faire pas mal d'éducation sur pourquoi on va faire cette transformation. Et je pense qu'on devrait toujours commencer par ça, à part c'est un truc de l'IT, on ne sait pas trop à quoi ça va servir. Probablement que ça sera mieux parce qu'on aura moins d'incidents, mais il a fallu aussi faire quand même pas mal d'éducation, puisque pendant la migration, on a quand même utilisé beaucoup de ressources développement Ops qui n'étaient pas du coup disponibles pour faire de l'innovation ou du business. La vraie compréhension du business, c'est maintenant l'appli, elle tient. On peut faire des pubs télé, il n'y a plus de soucis. Alors les premières pubs télé, on était en contact avec le marketing, contact T3, ça passe à quelle heure, on va regarder. Une pub télé, il faut savoir, c'est le trafic, il est multiplié par 20 en instantané. Hein. Donc même l'autoscaling ne suffit pas, quoi. Il faut un peu pré-provisionner. Et on est arrivé aujourd'hui à un stade où on n'a plus trop besoin de surveiller pendant les pubs télé. Parce que tout ça a été automatisé. Parce que tout ça est automatisé et l'infrastructure est assez résiliente. Donc d'un point de vue business, le moins ils en entendent parler, à la limite, et le mieux c'est. Ils ont des projets qu'on arrive à livrer dans les temps et rapidement, et ça marche. Je pense que c'est le mieux, en fait. Est-ce qu'ils ont compris, est-ce que le business a compris à quel point cette nouvelle infra, en tout cas cette nouvelle manière de fonctionner, allait leur faciliter la vie et allait leur permettre de développer plus de business? Est-ce que ça, il a fallu leur expliquer, s'asseoir, dire voilà, mais ce que je veux t'expliquer, c'est que tu vas gagner du temps, développer le produit, ou est-ce que ça coulait quasiment de source? Non, il a fallu l'expliquer, évidemment. Et il y a un vrai enjeu de communication. Il ne faut pas utiliser de mots techniques, il faut utiliser des analogies. Oui, exactement. Non, il faut vraiment convaincre, expliquer. Et je pense que ça, pour nous, on aurait dû le faire bien avant. On l'a fait trop tard. C'est ce qui fait que la migration était un peu... Ça veut dire... Il aurait fallu l'expliquer dès ton arrivée, en fait, quasiment dès ton arrivée. Même avant, en fait. Quand on a démarré cette transformation, les gens auraient déjà dû être convaincus, ce qui n'était pas encore le cas, et c'est pour ça que c'était un peu embourbé, quoi. D'accord. C'est intéressant cet élément-là, parce qu'on a tendance à penser que souvent les startups ou les entreprises nées sur le net, les cloud natives, digital natives, n'ont pas besoin d'être convaincus.
parce que application, parce que sur Internet. Mais en fait, là, il semblerait que ce soit quand même le cas. Oui, et après, nous, la création de The Fork, c'est 2007. Donc voilà, on était chez un hébergeur privé. Faire n'importe quelle évolution technologique majeure, il faudra quand même l'expliquer. Est-ce qu'il y a eu des freins particuliers? Là, tu disais qu'il a fallu expliquer, ainsi de suite, mais est-ce qu'il y a eu des freins? Est-ce qu'il y a eu des choses sur lesquelles tu as vraiment dû, avec tes équipes, t'arrêter un instant, vérifier, superviser, demander le soutien de Cloudreach pour s'assurer que ça fonctionnait bien, ainsi de suite? Est-ce qu'il y a eu des freins particuliers? Est-ce qu'il y a eu des pièges particuliers que tu as pu percevoir grâce à ton partenaire, que tu as pu anticiper et qui sont pour toi absolument vitaux pour ce type de projet? Alors, oui, moi, le vrai enjeu, c'était un enjeu de, encore une fois, build versus buy. Est-ce qu'on va tout fabriquer nous-mêmes ou est-ce qu'on va utiliser au maximum les services managés? Les gens qui ont fait des services managés depuis qui ont eux-mêmes opéré des services chez l'hébergeur privé depuis des années, ils ont tendance à vouloir faire la même chose. Je vais prendre l'exemple des bases de données. Les gens m'expliquaient, non mais il faut qu'on mette une machine virtuelle sur laquelle on va mettre la base de données, comme ça on aura accès à tous les petits paramètres pour pouvoir contrôler tous les paramètres. Et la question, je vais plutôt l'inverser, c'est non. Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on puisse utiliser les services managés qui proposent de manière native le backup, la réplication et qui vont nous faciliter la vie plus tard? Donc ça, c'est vraiment un shift en termes de pratique DevOps, de favoriser le service managé. Ça, c'était vraiment un des enjeux majeurs chez nous. Bertrand, au-delà de l'exemple de Fork, qu'est-ce qui pour toi est absolument nécessaire, qui doit être surveillé dans ce type de projet? C'est-à-dire que là, on a eu ce que disait Stéphane à l'instant, il y a peut-être d'autres choses qui doivent être regardées pour s'assurer que ce type de projet se passe bien et pour éviter justement des freins à l'arrivée. Qu'est-ce qui pour toi sont peut-être les 2-3 points absolument à surveiller pour les équipes, pour éviter justement des blocages ou des accidents? Moi, je ne parlerai pas de points techniques, je parlerai d'un de mes sujets favoris qui est la gestion des risques et l'anticipation qui va avec. Et pour gérer des risques, il faut avoir de l'expérience passée. Et c'est pour ça qu'un acteur comme Cloudreach, qui a livré des dizaines, voire des centaines de migrations en France et à l'international, on a les quelques cicatrices dans le dos qui montrent que voilà, c'est pas toujours facile, mais avec l'expérience, on est capable d'avoir des experts qui sont, eux, capables d'anticiper ces risques parce qu'on a déjà vécu des problèmes identiques dans le passé. Donc je dirais gestion des risques et anticipation qui va avec. Peut-être dans les enjeux, on peut mentionner aussi les coûts. On n'a pas fait cette migration pour réduire nos coûts. Et je pense qu'il ne faut pas forcément imaginer qu'on va migrer pour réduire les coûts, mais en même temps, on ne compare pas la même chose. Nous, nos coûts, ils ont été multipliés par 3, pour être transparent, entre ce qu'on avait en capacité fixe chez notre hébergeur privé, mais quand je commandais un serveur, attends, on va livrer la palette, elle arrivera dans un mois. Et AWS, c'est pas du tout la même chose. Et on a choisi de faire notre migration coûte que coûte, et d'atteindre un certain niveau de trafic sur AWS avant de commencer à optimiser les coûts. Et là, on bénéficiait du programme MAP, qui fait déjà de toute façon qui rapporte des crédits également sur tout ce qu'on a migré. Mais après, il y a des tas de solutions pour optimiser, soit faire appel à des nouveaux types de processeurs, soit acheter il y a des systèmes de réduction de coûts, mais qu'on a fait dans un second temps chez nous. Et ça, c'est quelque chose, effectivement, il vaut mieux l'avoir validé avant. Comment on justifie ça vis-à-vis du business? Parce que tu disais qu'il y a eu effectivement besoin d'éducation. Moi, je suis le patron d'une boîte. Tu viens me dire que tu vas faire une migration, mais que ça me coûtera 3 fois plus cher. Au mieux, je vais te dire non. Ça coûtera 3 fois plus cher, mais il n'y aura plus d'incidents. Parce que quel est le coût d'avoir la plateforme qui marche pas le jour de la Saint-Valentin ou le vendredi soir? La perte de business, elle est significative pour nous. Donc
Donc, Même le coût supplémentaire, il était justifié. C'est tout à fait justifié. Quels sont les... On est un peu plus d'un an après cette migration. Quels en sont les bénéfices? Quand tu essayes de les lister au fur et à mesure, maintenant que tu as un peu plus de recul et que tes équipes et toi-même avez plus de recul, voilà, quels sont les bénéfices, Stéphane? La tranquillité d'esprit. Non, mais effectivement, la plateforme technique n'est plus un point de blocage. Et c'est plus quelque chose qui est surveillé. Ça marche, ça tient la charge. On est capable de la faire évoluer. On est capable d'innover. Il y a probablement des tas de choses qu'on peut encore... on a des tas de nouvelles possibilités qui s'offrent à nous. Est-ce qu'on utilise encore des nouveaux services? On n'utilise pas les lambda, on n'utilise pas ce genre de choses. Est-ce qu'on peut utiliser pour les bons use cases ce genre de choses? On va pouvoir mettre ça en place. On n'a pas encore aujourd'hui non plus de souscription AWS où les développeurs peuvent jouer. Pour le moment, ils sont dans un cadre, ils ont des outils, ils peuvent livrer, ils ont tous les outils, tous les scripts pour livrer. Les DevOps s'occupent de la plateforme. Mais est-ce qu'on pourrait fournir aux développeurs un endroit pour innover, venir tester? Oui, c'est dans notre roadmap, ce qui était impossible avant. D'accord. Donc, on le disait, plus de capacité à intégrer de nouveaux services et plus d'innovation aussi. Une dernière question. Si tu devais recommencer le projet à zéro, tu redémarres à zéro, tu as la possibilité, on claque les doigts, qu'est-ce que tu ferais différemment? Effectivement, je contacterai directement le cloud provider et travailler directement avec des gens qui l'ont déjà fait. Parce qu'une migration, moi, dans notre carrière, on ne va pas en faire beaucoup. AWS, c'est leur métier. CloudReach, c'est votre métier. C'est important d'avoir des retours d'expérience sur comment on fait. On peut avoir les meilleures idées du monde, mais n'empêche qu'il y a des gens qui l'ont déjà fait. L'expérience, le retour d'expérience sera vraiment primordial, dès le début. Bon. Je pense qu'on a fait le tour de ce qu'on voulait se dire ce matin pour cette partie-là. Est-ce que tu veux peut-être rajouter quelque chose, Bertrand? Non, je veux juste peut-être revenir sur ce que je disais en introduction. Nous, notre passion, c'est d'aider nos clients à se transformer dans le cloud public, dans AWS. Et là, c'est un exemple parfait, donc avec les bénéfices métiers qui ont été cités. Et vraiment un travail à trois, quoi. The Fork, AWS et CloudReach, on a réussi ensemble à apporter tous ces bénéfices métiers. Donc une très belle expérience pour nous. L'expérience, oui. Et après, effectivement, l'expérience continue. On a eu des besoins plus récents, migration terminée, de revoir la partie data lake, etc., où on avait une petite dette. On avait besoin de renforcer notre data lake. On a fait appel à CloudReach aussi, sachant qu'on se connaît, je sais qu'ils ont l'expertise. On fait un appel pendant 6 mois pour remettre les choses au carré. Donc c'est un partenariat qui peut se prolonger après, quoi. Merci, messieurs.